Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, je vais corriger les exercices que je vous avais demandé de faire et de me rendre avant les vacances ou pendant les vacances, c'est-à-dire les documents extraits de votre manuel. Et je commence tout de suite avec le document 3, quels sont les risques liés à une mauvaise information, où on parlait des asymétries d'information. Donc, je vais commencer par relire le document pour le remettre un petit peu en tête, et puis après on va répondre aux questions. Donc, dans le domaine des services, en particulier dans le secteur de l'assurance automobile, l'information est asymétrique dans la mesure où les compagnies d'assurance, contrairement à l'assuré, ignorent a priori si elles ont affaire à un bon ou à un mauvais conducteur. Elles auront tendance à exiger une prime moyenne, donc une prime, c'est le prix que paie l'assuré pour pouvoir bénéficier d'une assurance, ce prix qu'on paie tous les mois, qui fera l'affaire des mauvais conducteurs mais fera fuir les bons, qui estiment mériter une prime allégée. Les mauvais conducteurs chassent les bons. Les compagnies se retrouvent progressivement avec de plus en plus de mauvais conducteurs et sont obligées d'augmenter les primes jusqu'à ce que les conducteurs moyens fuient et que les compagnies fassent faillite. Cependant, une solution est possible dans ce cas. Les offreurs de contrats, ignorant le risque réel présenté par les demandeurs, peuvent leur offrir une gamme de contrats qui les incite à révéler leurs caractéristiques selon les choix qu'ils feront. Le principe est de construire des contrats combinant des niveaux différents de primes et de franchise. La franchise, c'est la somme qui reste à payer par l'assuré une fois qu'il a été indemnisé, afin de conduire les individus à se classer en fonction de leurs risques. Les compagnies, qui ont le pouvoir de fixer leur prix, adoptent dans ce cas une tarification, là où la prime d'assurance est faible et la franchise élevée pour les agents à faible risque, et la prime élevée et la franchise faible pour les agents à haut risque. Voilà. Et vous avez à côté les points de notion, on vous rappelle ce qu'est une asymétrie d'information, une sélection adverse et un aléa moral. Tout ça, on l'a défini dans le cours, donc je ne reviens pas là-dessus. On vous demande déjà dans un premier temps, pourquoi peut-on dire que les mauvais conducteurs chassent les bons? Alors ça, j'espère que vous avez compris cette idée-là. L'idée, c'est si vous êtes un bon conducteur de voiture, vous savez que vous avez très peu de chances d'avoir un accident de voiture. Après, le risque n'est jamais à zéro, puisque bon, même si vous conduisez bien, vous pouvez toujours avoir un mauvais conducteur en face qui vous emboutisse. Mais l'idée, c'est que vous savez que vous avez peu de chances d'avoir un accident. Et si la prime que vous payez est très élevée, vous estimez que vous payez beaucoup trop cher pour le risque que vous encourez, et donc vous préférez ne rien payer du tout. Là où, à l'inverse, les mauvais conducteurs qui savent qu'ils ont de très grandes chances d'avoir un accident, parce qu'on sait si on a un bon conducteur ou un mauvais conducteur, enfin, du moins on fait cette hypothèse-là, ils savent qu'ils vont avoir besoin de l'assurance, et du coup, eux, ils sont prêts à payer une prime plus élevée. Donc si la prime est moyenne, c'est-à-dire la même pour tout le monde et à peu près moyenne, pour les bons conducteurs, c'est trop cher, et pour les mauvais conducteurs, c'est génial, parce que eux, ils devraient payer encore plus cher, puisqu'ils ont beaucoup de risques d'avoir un accident. Donc, elle pénalise les bons conducteurs, et elle favorise les mauvais conducteurs. Et ce qui se passe, c'est que si on est dans une situation comme ça va faire fuir les bons conducteurs. Alors, je sais qu'en France, par exemple, il est obligatoire d'avoir une assurance à sa voiture. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer que les bons conducteurs aient juste pas d'assurance. Mais on peut imaginer qu'ils partent pour un concurrent qui présenterait des primes plus faibles. D'accord ? Deuxièmement, on vous demande alors quel est le risque pour les compagnies d'assurance dans une telle situation. Ça, on vous le dit très bien dans le document. Le risque pour une compagnie d'assurance, c'est de faire tout simplement faillite. Je vous rappelle le fonctionnement d'une compagnie d'assurance. Une compagnie d'assurance, c'est une compagnie où on va payer tous les mois pour s'assurer contre un risque, et donc typiquement un risque d'accident de voiture. Et si jamais on a un accident, l'entreprise d'assurance va rembourser les frais de la voiture, les frais de garagiste, et si on est en tort aussi, les frais de la voiture avec laquelle on a eu un accident. Donc c'est beaucoup de frais d'un coup. Le modèle économique d'une assurance, c'est en fait d'avoir plein de gens qui payent, mais évidemment sur tous les gens qui payent tous les mois, la plupart d'entre eux ne vont pas avoir besoin des services de l'assurance, ne vont pas avoir d'accident. Et c'est pour ça que l'assurance, en ayant plein de clients différents, peut payer les accidents des quelques-uns qui ont un accident en piochant sur les cotisations de tout le monde. En fait, c'est une sorte de... Une compagnie d'assurance, c'est une mutualisation des risques. C'est-à-dire qu'on paye tous un petit peu tous les mois pour que, au cas où pas de chance, c'est sur nous que tombe l'accident, et bien l'assurance puisse
nous rembourser. Mais pour la grande majorité des gens, en fait, ils vont simplement payer tous les mois pour ne jamais faire marcher l'assurance, pour ne jamais bénéficier de l'assurance. Donc, et vous comprenez bien que du point de vue de l'assurance, leur modèle économique, l'entreprise ne peut survivre uniquement à condition que la majorité de leurs clients n'aient pas d'accident. S'ils ont tous un accident et pour tous leurs clients, il faut payer des sommes astronomiques pour remplacer la voiture, etc., très vite, ils vont faire faillite. Et tout le problème, c'est que justement, si les mauvais chassent les bons, c'est-à-dire qu'ils s'ils se retrouvent qu'avec des mauvais conducteurs, ils vont avoir plein de conducteurs qui vont avoir beaucoup d'accidents, et s'ils ont beaucoup d'accidents, ben, ils ne pourront pas tout payer, parce qu'il n'y aura pas suffisamment de franchisés, donc de personnes assurées, qui payent tous les mois une prime pour couvrir les frais d'assurance. Troisième question, on vous demande comment éviter ce problème et quelles solutions les compagnies d'assurance adoptent-elles ? Et vous voyez que là, justement, donc c'est un risque d'aléa moral et le but des assurances, ça va être de créer une gamme de contrats dont le but, c'est d'inciter les conducteurs à révéler leurs informations. Donc là, on est dans une situation problématique, on est dans une situation d'asymétrie d'information. Si le marché était parfaitement... Donc si l'information était parfaite, un client arriverait pour contracter une assurance auto, l'assureur verrait tout de suite si c'est un bon conducteur, un moyen conducteur ou un mauvais conducteur, et du coup, il lui donnerait une prime élevée, moyenne ou forte, ou faible. Mais comme évidemment l'assureur n'a pas cette information et l'assuré n'a pas intérêt à révéler cette information, ou alors à la limite si, ils ont tous intérêt à dire si je suis un bon conducteur, ce que va essayer de faire la compagnie d'assurance, c'est d'essayer de trouver un moyen pour inciter les clients à révéler leurs propres informations. Et ça, donc ça peut être par un système de bonus-malus, c'est ce que souvent d'ailleurs fait, c'est-à-dire que souvent dans les compagnies d'assurance, si on passe 5 ans, 10 ans, 15 ans sans avoir d'accident, hop, ça va diminuer la prime qu'on doit payer tous les mois, et au contraire, dès qu'on a un accident, boum, la prime qu'on doit payer augmente parce qu'on devient plus à risque. Donc ça, c'est un système de bonus-malus classique, mais il y a aussi l'idée de faire une gamme de contrats dans lesquels les individus vont devoir choisir. Et là, dans le document, on vous donne un exemple de contrat où on peut faire varier la prime ou la franchise. Donc il faut bien comprendre la différence entre les deux. La prime, c'est en gros ce qu'on va payer tous les mois, ce qu'on paye tous les mois à l'assurance, et la franchise, c'est ce qu'on doit payer si jamais on a un accident. Et donc là, par exemple, un bon conducteur, par exemple, il va préférer prendre un contrat où il y a une prime faible mais une franchise élevée parce qu'il sait qu'il a peu de chances d'avoir un contrat. Donc une prime faible et une franchise élevée, ça veut dire que par exemple il va payer une toute petite somme tous les mois, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, il va payer que 20 € tous les mois. Par contre, si jamais il a un accident, il va devoir payer 2000 € de franchise et le reste sera pris en charge sera pris en charge par l'assurance. Mais il devra quand même payer 2000 € en cas d'accident. Et bien, la personne qui est un très bon conducteur, il veut quand même être assuré, mais il se dit j'ai très peu de chances d'avoir un accident, donc je suis prêt à payer une franchise élevée, 2000 € en cas d'accident, mais tous les mois je vais payer que 20 € par mois. Là où à l'inverse, le conducteur qui est un mauvais conducteur et qui sait qu'il a de très fortes chances d'avoir un accident, il veut pas avoir à payer 2000 € en cas d'accident, et donc il veut une franchise très faible, donc il va dire oui, moi en cas d'accident je veux bien payer 100 € mais pas plus, donc une franchise de 100 € en cas d'accident. Par contre, ça veut dire que tous les mois il va devoir payer plus, donc il va payer par exemple 60 € par mois à la place de 20 €. Donc un premier contrat avec 20 € par mois mais une franchise de 2000 € en cas d'accident, ça c'est ce que vont choisir les bons conducteurs, et un autre contrat avec une prime de 60 € par mois mais une franchise de 100 € en cas d'accident. Et ça, c'est ce que vont préférer les mauvais conducteurs. Donc vous voyez, simplement en proposant le choix entre différents contrats, ça permet de faire révéler de l'information et donc de réduire les asymétries d'information. C'est une technique qui est employée pour essayer de révéler de l'information. Dernière question, on vous demande en quoi la différenciation des contrats est-elle aussi un moyen de limiter le risque d'aléa moral. Alors,
Petit rappel, hein, la notion d'aléa moral, enfin cela dit vous l'avez là, donc je vais vous relire le vocabulaire. L'aléa moral, c'est la situation où un agent risque d'adopter un comportement imprudent dès lors qu'il se sait protégé en partie du risque. L'aléa moral apparaît après que l'échange s'est réalisé. Donc le risque d'aléa moral, c'est ça, hein, c'est quand on ne sait pas comment va se comporter un agent économique. Par exemple, voilà, si je prends l'exemple de l'assurance maladie, voilà, le médecin est remboursé quasiment à 100%, et ben à partir du moment où le médecin est remboursé à 100%, j'ai les risques que les gens aillent chez le médecin tous les jours pour un oui ou pour un non, et ça je préfère quand même éviter parce que bah, ça sert pas à grand chose que les gens aillent chez le médecin simplement pour une coupure. Et là, on voit que dans cet exemple-là des franchises, la différenciation des contrats, ça permet aussi de réduire le risque d'aléa moral, parce que les mauvais conducteurs qui du coup ont payé la prime élevée, donc ils ont de la petite franchise, mais ils payent 60 € par mois, donc ils payent beaucoup plus par mois que les autres. Ils pourraient se dire, bon bah c'est bon, je suis protégé, je peux continuer à conduire mal, et puis de toute façon, en cas d'accident, je suis complètement couvert et je vais avoir pas grand-chose à payer. Sauf que ils préféraient quand même payer 20 € par mois plutôt que 60 € par mois. Donc lui, le mauvais conducteur, ça va l'inciter à essayer quand même de conduire mieux pour pouvoir changer de contrat et bénéficier d'une prime plus faible. D'accord ? Donc la différenciation des contrats, elle incite quand même après l'échange, les individus à être plus prudents, à changer leur comportement pour essayer de payer une prime plus faible et éventuellement une franchise plus élevée. Voilà, donc ça c'était pour le premier document. Le document 2 maintenant, on passe aux externalités positives où on voit le financement de la recherche en France en 2016 et on voit la part qui est payée par les administrations publiques et la part qui est payée par les entreprises. Donc première question, c'est une phrase de lecture très facile. Hein. Quelle est la part du financement des dépenses nationales en recherche et développement qui est effectuée par les administrations publiques ? Donc on voit là dans le document que les administrations publiques en France en 2016, d'après le MESRI, a été, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est 40% des dépenses de recherche et développement qui ont été faites par les administrations publiques. Ce qui n'est pas rien, hein, ça représente, on vous dit, 21 milliards d'euros. Donc, en France, en janvier 2009, d'après le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le MESRI, c'est 40% des dépenses de recherche et d'innovation en France qui ont été faites par les administrations publiques, les 60% restants ayant été faites par les entreprises directement. On vous demande, question 2, pourquoi la recherche crée-t-elle des externalités positives ? Petit rappel, définition, hein, une externalité, c'est une conséquence positive ou négative de l'activité d'un agent économique sur un autre sans qu'il y ait de compensation monétaire. Et on avait pris l'exemple traditionnel de l'externalité positive, ça va être l'agriculteur et l'apiculteur. Les abeilles pollinisent les fleurs et les fleurs fournissent du pollen et ils ne se payent pas entre eux pour ça. Il faut voir que la recherche, elle crée des externalités positives parce que les nouvelles découvertes qui vont être effectuées, elles vont bénéficier à toute la société et pas uniquement à la personne qui a fait la découverte. D'accord ? Donc c'est bien une externalité parce que le gain privé d'une découverte est généralement inférieur au gain social. Là, on peut avoir plein d'exemples, mais regardez simplement l'exemple du vaccin. Pour les entreprises de vaccins, évidemment, c'est très bénéfique de vendre du Pfizer ou de l'AstraZeneca. Enfin, pour toutes ces entreprises-là, évidemment, elles vont faire un gros bénéfice, donc elles ont eu intérêt à faire la recherche pour trouver un vaccin et maintenant à le vendre parce qu'elles vont avoir du bénéfice. Mais il n'y a pas que elles qui vont avoir du bénéfice. Évidemment, toute la société va bénéficier de la vaccination contre la Covid-19, puisque ça va nous permettre de lever les restrictions sanitaires et de recommencer l'école normalement, et de recommencer à ouvrir les bars, les cinémas, etc. Donc on voit très bien, là, directement, toutes les externalités positives que ça va avoir d'avoir fait cette recherche sur le vaccin. C'est pas que les entreprises de vaccins qui vont voir leurs bénéfices augmenter, c'est toute la société. Et donc ça, c'est vrai pour une innovation comme le vaccin, mais c'est vrai aussi pour des innovations technologiques. L'informatique, par exemple, ça n'a pas été bénéfique que quand on a réussi à miniaturiser les ordinateurs. Ça n'a pas été bénéfique que pour l'entreprise Microsoft, par exemple, qui a fait évidemment des profits, mais pour toutes les entreprises, voilà, quand elles sont, imaginez la section secrétariat des entreprises, quand elles sont passées des machines à écrire aux ordinateurs, elles ont grandement augmenté leur productivité, et ça a été bénéfique pour tout le monde. Là, une innovation récente technologique, la 5G. Bon, la 5G, c'est très bien pour les entreprises de 5G, mais ça va être
bénéfique aussi pour plein d'autres entreprises de pouvoir échanger les données beaucoup plus rapidement. Déjà pour les consommateurs directement, hein, ça va être bénéfique, mais aussi on a vu que ça pouvait permettre des opérations pour la médecine. Il y avait des applications en médecine, ça pouvait permettre qu'un docteur à Tokyo opère quelqu'un à distance à São Paulo au Brésil. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des effets bénéfiques là-dessus qui vont bien au-delà de simplement la personne qui a développé la technologie, donc la personne qui a financé les recherches. Hein, on avait vu, hein, le système de brevet permet que la personne qui a financé les recherches puisse profiter des retombées économiques de sa découverte, et en fait on voit que les retombées économiques de sa découverte, elles bénéficient à beaucoup plus de gens que juste la personne qui a fait les recherches. On vous demande ensuite, question 3, pourquoi l'État participe-t-il autant au financement des activités de recherche et développement? Et bien ça, c'est tout simplement par principe des externalités positives. C'est parce que le gain privé est inférieur au gain social. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise, quand elle décide de dépenser pour la recherche et l'innovation, elle va pas prendre en compte dans ses calculs et dans ses dépenses de recherche tout le bienfait qu'elle va faire à toute la société. Elle prend juste en compte le bienfait qu'elle va se faire à elle. Et comme le bienfait qu'elle va faire à toute la société est bien supérieur au bienfait qu'elle va faire à elle, en fait, elle va sous-évaluer ses coûts de recherche, et en fait, sans les aides de l'État, il y a certaines recherches qui ne verraient jamais le jour. C'est pour ça que l'État va subventionner très grandement les recherches. Donc, c'est le cas pour la recherche Donc, les recherches l'État, il va pas subventionner n'importe quelle recherche, hein, il va surtout subventionner les recherches qui ont le plus de chances d'aboutir à des choses bénéfiques. Donc, évidemment, la recherche en médecine est très grandement subventionné par l'État, mais aussi en ce moment là il y a le gouvernement qui a lancé ce qu'on appelle le plan quantique, donc pour financer des ordinateurs quantiques, qui va permettre d'améliorer très fortement les puissances de calcul et de faire de la France un pôle d'innovation là-dessus. Voilà, donc là c'est aussi des points sur lesquels l'État investit grandement. Et l'idée pour laquelle l'État investit autant que ça, 40% c'est énorme, hein, c'est parce que justement il envisage les gains pour l'ensemble de la collectivité et pas uniquement juste pour l'entreprise qui fait les recherches. Cela dit là, on va pas détailler outre mesure ici, mais il faut quand même avoir à l'esprit que c'est assez compliqué les subventions publiques de l'État pour la recherche, puisque justement le but de l'État, c'est pas juste d'aider une entreprise qui va se faire des gains privés, hein, c'est d'aider la communauté. Et du coup, il faut flécher les subventions et mettre des subventions là où ça va permettre d'être le plus rentable. Mais c'est parfois difficile à l'avance de savoir qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour flécher les subventions publiques. Et du coup, il y a beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Question 4, donner d'autres exemples d'externalités positives. Alors il y en a plein, hein, des externalités positives. Toutes les dépenses qui vont être liées à l'éducation, à la santé, au transport, tout ce qui est infrastructure, les réseaux, hein, réseaux de gaz, d'électricité, tout ça, ça a des externalités positives. C'est pour ça que l'État prend en charge notamment les routes, l'entretien des routes, etc. Puisque après, ça sert à tout le monde. Ça vous sert à vous pour aller à l'école, ça sert aux entreprises pour transporter leurs marchandises. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui va être bénéfique pour tout le monde. Je vais développer simplement un petit exemple, l'exemple de l'éducation. Voilà, l'éducation par exemple, c'est typiquement un très bon exemple d'externalité positive. C'est-à-dire que vous avez des gains privés à avoir une éducation. Si vous faites des études suffisamment longues, vous allez acquérir des compétences, ça va vous permettre d'avoir un travail plus rémunéré et donc de gagner un meilleur salaire, donc c'est bien pour vous. Cela dit, en fait, on peut considérer que c'est bien pour tout le monde d'avoir une population plus éduquée, qui parle correctement français, qui sait écrire, qui sait lire des documents statistiques, qui est informée, qui peut voter en étant des citoyens responsables. Et par exemple, pour votre futur employeur, votre futur employeur, il est bien content d'avoir des employés qui savent lire, qui savent compter, qui ont des compétences. Et votre employeur, c'est pas lui qui a dépensé des sous pour vous former, pour vous apprendre à lire, à compter. Lui, il va peut-être vous former à son entreprise très précise, mais il y aura déjà un grand nombre de choses que vous saurez déjà et que vous aurez appris grâce à l'école. Donc du coup, toutes les connaissances que vous allez acquérir tout au long de votre scolarité, ça va être bénéfique pour tout le monde une fois que vous serez sur le monde du travail.
De la même façon, voilà, un élève qui apprend à parler deux langues et qui apprend une langue étrangère, ça va être un avantage s'il veut travailler dans le tourisme, par exemple, ou dans toute industrie, on a besoin de plusieurs langues. Voilà. Donc de manière générale, hein, tout ce qui est dépenses de santé, ça a énormément d'externalités positives. Là, on le voit très bien dans le cas du Covid. Hein, le fait de soigner et éviter une propagation d'un virus, ou le fait d'avoir des vaccins, ça permet d'éviter de mettre l'économie à l'arrêt, et ça permet du coup de générer du profit dans plein de domaines différents. Enfin, dernier document, où on s'intéressait aux biens collectifs et aux biens collectifs purs et aux biens communs. Donc on vous demande dans un premier temps de ranger un certain nombre de biens dans les différentes catégories. Donc là, je vous affiche directement la correction. Hein. Donc les biens privatifs, c'est les biens qui sont excluables et rivaux. Et c'est donc la moto, le plat, dans un restaurant, une robe, tout ça, ce sont des biens privatifs, c'est-à-dire rivaux et excluables. Les biens communs, c'est les biens qui sont rivaux et non excluables, comme les poissons, les forêts, la qualité de l'air, etc. Ensuite, il y a les biens non rivaux mais excluables, ce qu'on appelle les biens de club, comme l'enseignement privé, un site de streaming sans abonnement, un film au cinéma, etc. Et enfin, les biens non excluables et non rivaux, c'est ce qu'on appelle les biens collectifs purs. La défense nationale, par exemple, un feu d'artifice, un phare, tout ça, ce sont des biens collectifs purs. Bon, pas de grosses difficultés là-dessus, hein, c'est simplement les définitions qu'on avait vues dans le cours. Et on vous demande ensuite, peut-on réaliser des profits avec des biens pour lesquels il n'y a pas d'excluabilité pour les consommateurs? Donc on regarde hein, la deuxième colonne, les biens communs et les biens collectifs purs, est-ce qu'on peut faire des profits? Et le fait est que c'est difficilement envisageable de faire des profits pour un bien pour lequel il est impossible d'exclure les consommateurs. C'est-à-dire, je ne peux pas faire du profit en faisant des lumières publiques, je ne peux pas faire du profit avec un banc de poissons, puisque tout le monde peut avoir accès à cette lumière ou à ce banc de poissons. Donc non, hein, on ne peut pas faire du profit avec des biens non excluables, avec des biens non excluables. Et ensuite, on vous demande, question 3, pourquoi la non-rivalité empêche-t-elle les entreprises de fournir des biens qui ont cette caractéristique, donc des biens qui sont non-rivaux? Et on vous dit, la non-rivalité, c'est le fait qu'on puisse être plusieurs à consommer le même produit. Du coup, le fait qu'un produit soit non-rival, ça veut dire que le produit, il n'est pas rare, il est abondant. Or, en économie, le prix il dérive de la rareté. C'est parce que quelque chose est rare, qu'il y en a plus ou moins, que le prix va augmenter. Donc s'il n'y a pas de rareté, il n'y a pas d'incitation à payer pour les consommateurs. Donc les biens de club vont réussir à résoudre ce problème en créant un accès limité. Et pour ceux qui paient un droit spécifique, hein, le fait qu'il y a un abonnement, donc Netflix, Canal+, les cinémas, tout ça, on arrive à recréer en fait un bien qui fonctionne bien malgré sa non-rivalité. On arrive quand même à faire en sorte qu'il soit rentable simplement par le biais de l'abonnement, en faisant payer pour le service. Mais ce n'est pas le cas pour les biens collectifs purs, comme la défense nationale ou un feu d'artifice où on ne peut pas faire payer directement. Donc là, justement, c'est des types de biens pour lesquels il n'y a pas le choix. Il faut que ce soit la puissance publique qui prenne en charge la production de ces biens-là. Puisqu'on ne peut pas du tout créer d'excluabilité, on ne peut pas faire payer pour ces biens-là. Donc, impossible que le marché arrive à générer ces biens-là. On aura toujours intérêt à avoir un comportement de passager clandestin, et donc c'est la puissance publique qui devra se charger de ces productions-là, et ça c'est justement ce qu'on va développer dans la deuxième partie du cours, donc je vous retrouve pour le grand 2.